Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir. Bienvenue à cette émission Z Extra tout à fait spéciale. Une émission consacrée à l'Atlas des risques mondiaux. Une émission organisée conjointement avec le magazine économique Trends Tendance, avec la chaîne Canal Z sur laquelle vous êtes en ce moment et bien entendu avec notre partenaire Credendo, assureur crédit à l'exportation. D'ailleurs, je reçois son député CEO ici avec nous, Nabil Jijakli. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors effectivement, cette émission est basée sur ce supplément du magazine Trends Tendance que vous voyez, qui donc s'appelle l'Atlas des risques mondiaux, qui a été donc réalisé conjointement avec Credendo, qui vous permettra de mieux cerner les menaces et peut-être aussi les opportunités en 2024. Et si jamais vous ne le trouvez plus en kiosque, c'est pas grave. D'abord, je vous incite surtout à vous abonner au magazine Trends Tendance, mais vous pouvez retrouver les différentes séries sur Canal Z et bien entendu aussi sous format de podcast sur trends.be. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de géopolitique et pour en parler, j'ai effectivement à mes côtés, je viens juste de le présenter il y a quelques instants, Nabil Jijakli et puis à ma gauche, Michael Éric Lambert. Alors vous êtes expert en géopolitique, tant mieux parce que comme on va parler de géopolitique, ce serait désolant, mais vous avez aussi une autre fonction, dites-nous un peu. Je suis analyste renseignement pour l'agence Pinkerton, donc je travaille sur tous les thèmes qui sont en relation avec la big tech et tout ce qui est un petit peu, on va dire, espionnage industriel. Parfait, nous avons un espion à table, ça va faire jaser dans les tables. Alors, justement, on parle d'économie, on est sur une chaîne économique et pendant plusieurs années, on l'a bien vu, que ce soit à travers les économistes qu'on reçoit ici régulièrement ou simplement les chefs d'entreprise, l'aspect géopolitique passait souvent au second plan. Non pas qu'on ne s'en inquiétait pas, mais on estimait que ce n'était pas très important. Avec le Brexit, avec l'Ukraine, avec ce qui se passe malheureusement au Proche-Orient, Nabil, je vous regarde, on se rend compte que la géopolitique, elle a fait un retour fracassant. Je pense que dans toutes les projections économiques pour l'année prochaine, le bémol est toujours, ça dépend des conditions géopolitiques. Et donc, prenez l'exemple, je ne sais pas, du pétrole ou du gaz, en fonction de développement de la guerre ou de l'actualité dans telle ou telle zone du monde, le prix peut changer et donc notre approvisionnement aussi. Donc le retour du risque politique est là, en plusieurs coins du monde. On pense évidemment en Europe avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, le Moyen-Orient pour l'instant, mais n'oublions pas certaines zones d'Afrique, n'oublions pas la Chine où il y a des tensions et d'autres régions du monde. Ok, alors revenons sur l'actualité récente et qui malheureusement est assez douloureuse, c'est celle du Proche-Orient. Alors pour le moment, quand on regarde un certain nombre d'indices économiques, ils ont l'air de rester plutôt stables, que ce soit les taux d'intérêt, que ce soit les marchés financiers, etc. Est-ce que vous, en tant que spécialiste de géopolitique, ça vous étonne dans le sens où c'est quand même une région? Alors je sais bien qu'Israël, la Palestine ne sont pas exportateurs de pétrole, mais c'est vraiment la station essence du monde qui a quelques encablures. Vous n'avez pas peur d'un blocage du détroit d'Ormuz? Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui, fort heureusement, mais ce n'est pas quelque chose que vous intégrez? Alors, on s'intéresse davantage aux attaques terroristes, donc tout ce qui va être perturbation des chaînes d'approvisionnement avec des groupes, on va dire, autonomes qui vont attaquer les cargos, les transports. Dès qu'il s'agit de stabilité au Moyen-Orient, il faut bien le rappeler, les États-Unis sont impliqués. Les États-Unis ont montré un support dès le début avec l'envoi d'un porte-avions, avec une présence militaire. Donc cette idée, dès qu'il y a eu le conflit entre le Hamas et Israël, c'était bien d'avoir les États-Unis qui s'ancrent dans cette région et qui apportent, donc qui sont garants de la stabilité, ce qui évite d'avoir une extension avec l'Iran, ce qui évite d'avoir une extension avec d'autres puissances belligérantes qui pourraient être inclus. Donc les États-Unis, en fait, ont vraiment stabilisé cette zone, ou tout du moins continuent de la stabiliser. Alors là, vous parlez des États-Unis, je reste avec vous. Vous parlez des États-Unis, mais on peut aussi parler de l'Iran, parce que jusqu'à présent, quand on regarde la plupart des commentateurs, on dit, voilà, tant que l'Iran n'intervient pas, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut imaginer ou penser que l'Iran n'est pas intervenu, tout simplement parce qu'ils font partie de ce qu'on appelle les pays du seuil, c'est-à-dire ils sont proches d'avoir la bombe atomique, la bombe nucléaire, et que donc, malgré la sympathie qu'ils peuvent éprouver pour la cause palestinienne, ils ne veulent pas mettre en danger le fait que d'ici quelques temps, ils puissent avoir cette bombe nucléaire.
C'est une possibilité et à la fois un élément qu'il faut bien rappeler, c'est que l'Iran a également des problèmes en interne, donc beaucoup de tensions, de difficultés. C'est un État qui est relativement loin d'Israël également, donc qui vient de développer de nouveaux drones. Donc on constate que l'Iran est davantage sur une position défensive toujours, non pas sur une position offensive. Les relations entre l'Iran et la Russie se sont améliorées, donc l'Iran est davantage dans ce stade où elle tente de consolider sa position, d'améliorer un peu ses relations avec la Russie, avec d'autres pays, avant d'envisager d'avoir une influence vraiment à l'international. Donc on a un support, naturellement, qui est offert au Hamas, mais ce support reste encore minime dans la mesure où l'Iran essaie d'abord de se renforcer avant d'aller vers une étape supérieure. Alors, Nabil, vous dirigez une institution, Credendo, qui est chargée d'assurer les exportations de nos entreprises à l'étranger. C'est une région que vous regardez, je dirais, de manière plus pointue avec les événements qui se déroulent en ce moment? Non, mais certainement, parce que le Moyen-Orient, finalement, c'est à la fois un client et un fournisseur. Hein. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est une partie du monde qui est à feu et à sang depuis des années. Ce qui me fait dire d'ailleurs que le problème palestinien, Israël-Palestine, on a beau mettre le problème sous le tapis, il ressurgit d'une manière ou d'une autre. Et donc on est ici, et je suis d'accord avec vous, on est ici confronté à des puissances régionales. Ce ne sont pas des puissances hégémoniques au-delà de la région, mais qui sont en compétition. Et moi j'en compte 4. Je compte certainement l'Arabie Saoudite, avec l'Iran que vous avez cité. Les deux frères ennemis. Les deux frères ennemis, qui sont une des fractures, qui est la fracture religieuse, chiisme, sunnisme. J'ajoute une troisième superpuissance qui revient régionale, la Turquie. Et puis n'oubliez pas quand même qu'Israël est aussi une superpuissance dans la région, notamment en possession d'armes atomiques. Et donc c'est tout un rouage qui se joue autour d'une région qui a d'énormes moyens financiers qui sont investis à travers le monde, d'une part. D'autre part, c'est toujours une zone qui fournit du pétrole et du gaz avec les réserves les plus abondantes au monde. Et dans le cadre de la transition énergétique, une série d'énergies vont disparaître et celles qui subsisteront, ce sont celles qui sont les coûts d'exploitation les plus bas. Or, au Koweït, en Arabie Saoudite, c'est le pétrole le meilleur marché, au Qatar, le gaz le meilleur marché. Troisième élément, vous avez une densité de population extrêmement importante avec des puissances telles que l'Égypte, avec aussi le risque d'être proche de l'Europe, et donc dans le cadre de crise, comme on a vu avec la crise syrienne, une poussée migratoire. Donc nous sommes dans une région riche qui va devoir évoluer, changer de modèle, et qui pour nous est essentielle, encore pour quelques années, quelques décennies, notamment comme fournisseur d'énergie. Oui, le temps de cette transition énergétique. Exactement. Alors là, on a beaucoup parlé du Proche-Orient. On en arriverait presque à oublier l'Ukraine. Hein. C'est une guerre qui dure maintenant depuis 2 ans, qui est passée au second plan du fait du conflit israélo-palestinien. Et certains se posent même la question si, quelque part, la Russie n'est pas en train de gagner cette guerre-là. Et si ça devait être le cas, quelles en seraient les conséquences? Bien, pour commencer, c'était un peu l'une des craintes de Zelensky, c'est-à-dire que dès le début du conflit en Ukraine, la majorité des personnes pensaient que le conflit allait durer 6 mois, 1 an, que ça allait être résolu assez rapidement. La Russie l'avait bien compris, c'est sur le long terme qu'on gagne et qu'on arrive à envahir un pays comme l'Ukraine. Donc aujourd'hui, on se retrouve un peu dans cette dynamique où il y a une montée des populismes en Europe, où on a de plus en plus de personnes qui sont réticentes également à envoyer des équipements à l'Ukraine. On a les problèmes d'inflation, on a des difficultés donc en interne, donc un manque d'unité. On le constate également au niveau des États-Unis. Vous avez la population qui aujourd'hui ne soutient plus majoritairement le conflit en Ukraine, donc pour donner des subventions à l'Ukraine. Donc ça passe en second plan, c'est très problématique dans la mesure où la Russie est en train de reprendre un petit peu le devant. Et sur le long terme, est-ce qu'il y aura toujours un soutien et un support comme au début à l'Ukraine? C'est loin d'être certain. Donc ça nous amène un peu à cette question de qui va gagner la guerre, comment est-ce que le conflit va évoluer. Sur cette année, probablement pas terminée, mais il y aura des évolutions majeures. Alors Nabil, est-ce qu'on peut rebondir là-dessus? On pourrait se dire effectivement que Poutine joue sur la fatigue des populations occidentales, puisque nous sommes des démocraties d'opinion, et qu'il pourrait gagner simplement par cette fatigue. Ça c'est une chose, mais je crois qu'on a beaucoup, au début de la guerre, on a cru que les Russes, et les Russes certainement, ont cru que ça allait aller très vite et qu'ils allaient gagner rapidement. Ça n'a pas été le cas suite au soutien massif des Européens, mais entre-temps, la Russie est rentrée dans une économie de guerre.
Et donc la production, là où le bas blessait il y a un an, c'était le suivi de la production de matériel militaire, l'acheminement. Ça, c'est en train d'être réorganisé. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a vraiment une question par rapport aux alliances, par rapport à l'OTAN. Parce qu'en fin de compte, la Russie, ce qui est le paradoxe de ce plus grand pays au monde, a l'impression d'être encerclée au fur et à mesure que l'Union européenne s'est ouverte. L'OTAN y est arrivée. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles ce conflit a eu lieu. Maintenant, sur le long terme, la Russie est une puissance qui est, j'allais dire, qui dépend de l'exportation d'une série de matières premières. Donc c'est important. Hydrocarbures, l'hydrocarbure, par exemple, mais aussi toute une série de matériaux comme le lithium qu'on doit utiliser d'une manière ou d'une autre dans la transition énergétique, fournisseurs de céréales. Bref, c'est une économie qui est une économie d'exportation de matières premières, mais qui, en dehors de la recherche spatiale, en dehors de l'industrie militaire, est quelque part en retard de développement. Mais là où c'est intéressant, c'est que dans le shift énergétique, la Russie exporte son pétrole et son gaz vers d'autres régions du monde, vers le basculement sur l'Asie notamment. Et vers les autres pays qui ne la boycottent pas. Qui ne la boycottent pas. Et là, on est dans un rapport de force changeant, évidemment. Alors, on a parlé de la Russie, du Proche-Orient, on a oublié quand même de parler de la deuxième puissance, enfin oublié, on allait y arriver évidemment, deuxième puissance économique, c'est la Chine. Et là, qu'est-ce qu'on constate coup sur à peu près un mois au moment où on enregistre cette émission? C'est un rapprochement des Américains à travers cette rencontre de Joe Biden et Xi Jinping, donc qui est le président chinois, qui s'est déroulé en Californie. Et puis 2-3 semaines après, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, le président de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil, Charles Michel, qui se rendent en Chine. Ça signifie quoi pour vous? La Chine est un... Alain Perfit disait en 76, le jour où la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Ouais. C'est les années 70, tout ça. 76, si j'ai bon souvenir. Ce qui se passe ici, c'est que la Chine a connu un développement sur les 30 ou 40 dernières années époustouflant. C'est devenu, sur ces quelques décennies, la deuxième puissance économique du monde, avec une population pratiquement dominante. Il semblerait que l'Inde l'ait dépassée. Et avec un modèle de développement qui consiste à prendre toute une série de matières premières, jeter ses pions sur l'ensemble du monde. On appelait ça l'empire du milieu. Oui. Et donc, dans un premier temps, avec cette puissance économique, la Chine commence à déployer aussi, notamment à travers les routes de la soie, une espèce d'assertivité autour d'elle. Et ça commence par la région avec Taïwan, mais c'est aussi toute cette zone de mer de Chine qui est essentielle pour le transport maritime mondial. Je pense qu'un tiers du transport passe par là, ou voire plus. Et donc, il y a aussi des velléités vis-à-vis d'autres voisins, tels que le Vietnam. Donc, la Chine ressurgit comme puissance majeure, mais qui est, à mon sens, encore limitée à cette région du monde. Ces possibilités d'expansion et d'expansion militaire, de déploiement militaire, ne sont pas du tout comparables aux États-Unis. Et donc, on est vraiment dans une compétition actuellement pour l'enjeu hégémonique, d'abord économique, et puis le reste. Alors, Michael-Éric, est-ce qu'on peut considérer aussi que ce rapprochement, je vais parler juste des États-Unis par rapport à la Chine, on pourrait l'interpréter de la manière suivante, c'est que tous les deux ont besoin de temps. Il y a des élections en novembre pour Joe Biden, donc ce n'est pas le moment d'avoir des tensions supplémentaires. Il a aussi besoin de temps pour les semi-conducteurs, parce qu'il sait qu'il dépend des semi-conducteurs qui sont à Taïwan, notamment produits majoritairement. Et les Chinois, on voit bien que leur économie, elle a des craquements au niveau de l'immobilier, etc. Au fond, c'est un rapprochement, mais momentané. C'est un rapprochement momentané. Maintenant, il faut bien rappeler que la Chine est un pays en développement, mais qui a quand même réussi à rattraper. Vous mentionnez par exemple le fait qu'elle est derrière les États-Unis. Je ne pense pas. Je pense que la Chine est parfois même en avance vis-à-vis des États-Unis. Je pense au cas par exemple des missiles hypersoniques. C'est vrai que pour les missiles hypersoniques, la Chine a eu la technologie, même si c'était un missile hypersonique vraiment de base, juste pour remplir les conditions, ce qui n'a pas été le cas pour les États-Unis. Il a fallu attendre plusieurs mois. Donc la Chine a rattrapé son retard. C'est considéré encore comme un pays émergent, mais elle a des atouts, elle est actuellement en train d'augmenter son influence. Quand on regarde les embargos vis-à-vis de la Russie, les entreprises occidentales sont parties et ont été remplacées par des entreprises chinoises. On constate également des craintes vis-à-vis de l'Allemagne ou au niveau de l'Europe, vis-à-vis des voitures électriques chinoises, qui sont d'ailleurs de très bonne qualité. Donc quand on regarde vraiment la Chine sur un plan global, elle souhaite se limiter encore à cet espace, qui est l'espace asiatique, mais elle a une avance considérable, notamment dans le domaine spatial, et peut-être que c'est dans son intérêt,
intérêt de ne pas être trop importante. Pour le moment, ça a été la philosophie chinoise pendant très longtemps, de rester à une échelle régionale et d'attendre en fait que les pays autour, notamment les États-Unis et l'Europe, diminuent un peu en influence de manière à pouvoir prendre la place du premier. Donc il n'y a pas vraiment d'urgence. Alors Nabil, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'au niveau européen versus États-Unis, on est un peu dans le même schéma, dans le sens où on parle ensemble, parce qu'on a toujours besoin de la Chine, dans le sens où on a besoin d'importer un certain nombre de produits qu'on ne peut plus fabriquer chez nous, et c'est important pour le pouvoir d'achat. Dieu sait si c'est une thématique importante pour les citoyens européens. Et puis de l'autre côté, les Chinois ont besoin de nous parce qu'on reste toujours le premier marché d'exportation. Certainement, et on a quand même des atouts par rapport aux Chinois, notamment en matière de haute technologie, de recherche et développement. Il y a une série de domaines où les Européens et les Américains sont devant eux. Mais on est effectivement des partenaires, et le déficit de la balance commerciale est extrêmement important. Nous importons plus de Chine que ce que nous exportons, oui, 400 nous, milliards Européens. déficit, hein. Donc ça, c'est un problème. C'était une des raisons de la visite des autorités européennes. Mais je pense que ce qui s'est passé avec le Covid et ce qui se passe maintenant dans cette crise, on se rend compte parfois qu'on a été un peu naïf. Je vais prendre un exemple de plan de développement financé par l'Union européenne où, dans notre bonne foi, nous on fait un appel d'offres avec un marché ouvert qui est parfois remporté par les Chinois qui viennent avec des produits finalement que les Européens financent et qui sont fabriqués chez eux plutôt que dans notre industrie. Donc, la crise du Covid, on s'est rendu compte quelque part que nous étions beaucoup trop dépendants de la Chine pour toute une série de produits, et notamment de produits industrialisés, et que nous devions ou rapatrier ce genre de production, ou commencer à diversifier notre production. Et donc là, la position de la Chine... Mais là, on est bien d'accord, Nabil, on ne va pas tout relocaliser, ce seront uniquement les produits stratégiques. De un, et de deux, les autres, nous allons essayer de diversifier notre production en prenant d'autres régions du monde et pas uniquement, et le Vietnam est par exemple en première ligne, l'Indonésie à terme. Je pense que le rapprochement avec l'Inde est aussi important. Alors, diversification, on l'entend souvent, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que souvent ces pays, Vietnam ou autres, etc., n'ont pas la même capacité de production, de réactivité que les Chinois. Il y a la question de la réactivité, mais il y a également la question de tout ce qui est chaîne d'approvisionnement. D'une manière très simple, quand vous allez envoyer un cargo, donc disons de l'Europe vers la Chine, ensuite ce cargo, il va falloir le remplir une fois qu'il est à destination pour le renvoyer vers une autre destination. Exact. Si vous le faites dans un pays tel que l'Indonésie ou disons le Vietnam, pour prendre deux exemples un peu plus régionaux, dans la même région, on se rend compte que le cargo va arriver, il va être déchargé, mais après, il ne va pas y avoir de capacité à le remplir avec des produits qu'on va à nouveau exporter. Il repart à vide. Exact. Alors, disons qu'il va repartir non pas à sa capacité maximale, donc c'est moins intéressant. Si vous allez en Chine, comme tout est produit en Chine, la majorité des choses est produite en Chine, ce cargo va toujours être plein. Donc il va pouvoir être déchargé et pouvoir être rechargé également. Donc il y a la question de la chaîne d'approvisionnement, donc ça c'est un élément qui est essentiel. Il faut également voir que la Chine est très compétitive en termes de sécurité, en termes d'infrastructure, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de ports au niveau mondial, et c'est la raison justement de cette dominance chinoise, parce qu'il y a une vision d'ensemble, parce qu'il y a une stratégie d'ensemble, il y a également des tarifs très compétitifs pour une économie qui est en réalité développée. Donc les Chinois ont une certaine avance, on parle d'un pays qui a vraiment mûri et qui a une réflexion très poussée vis-à-vis du commerce mondial. Et qui est peut-être arrivé à un moment de panne, et certainement à moyen terme, parce que la Chine a une pyramide d'âge totalement déséquilibrée, avec un vieillissement de la population par rapport auquel celui en Europe est presque ridicule. Et à un horizon de 30 ans, la Chine sera confrontée à des nombres. Oui, ça correspond à ce que disent certaines économistes, c'est que la Chine sera vieille avant d'être riche. Alors, je fais juste une petite marche arrière en tant qu'expert de géopolitique. Est-ce que vous pensez, comme certains le disent, que le jour où les États-Unis seront indépendants, notamment pour les semi-conducteurs, ils laisseront tomber Taïwan ? C'est une question très complexe dans la mesure où tout ce qui est Taïwan, ça relève du symbolique et à la fois vraiment du cantonnement de la Chine. Quand on le voit un petit peu, on parlait d'encerclement pour la Russie, le sentiment d'être encerclé. La Russie oui, mais là, c'est géographiquement. Taïwan, c'est très loin des États-Unis. Il n'y a pas d'encerclement des Américains. Quand on regarde, c'est vrai que le support des États-Unis à Taïwan, ça permet aux États-Unis d'avoir une sorte d'avant-poste, d'avoir un allié vraiment dans cette région-là. Et c'est vrai que pour la Chine, ça revêt également un côté très symbolique de pouvoir rattacher cette zone-là. Donc c'est tout un argument, c'est toute une présentation, c'est toute une rhétorique qui a été mise en place. Et l'argument de Taïwan peut être utilisé également en termes de politique interne. Donc dès qu'il y a des problèmes, on va dire
difficultés vis-à-vis du marché de l'immobilier, dès qu'il y a un problème de natalité, c'est vrai qu'on peut mentionner ou utiliser la carte Taïwan, parler un petit peu des tensions avec les États-Unis pour distraire l'attention du public. Donc Taïwan est ça, c'est le point de vue chinois, un point de vue américain. Bien sûr, le point de vue chinois-américain. Donc, c'est vrai que Taïwan est multifacette. Maintenant, si les États-Unis ont leur capacité de production en termes de semi-conducteurs, est-ce qu'ils vont abandonner Taïwan ? Je ne pense pas. Mais c'est vrai que, tout du moins, ils auront plus de flexibilité. Ils pourront se permettre, s'ils le souhaitent, d'abandonner cette région du monde. Alors, Nabil, vous êtes à la tête de Credendo, député CEO, donc vous avez une vision globale, en tout cas du monde entier, par rapport à l'exportation des entreprises qui sont vos clientes, ou vos clients, pardon. On a parlé des points chauds qui sont évidents, qui font la une des médias, mais il y en a d'autres qui, malheureusement, passent sous le radar, mais qui sont importants, et notamment, ce sont ces conflits ou ces tensions qui ont lieu en Afrique, et notamment subsaharienne, où là, il y a aussi des métaux, il y a aussi des enjeux économiques qui sont importants. Moi, je suis très inquiet pour l'Afrique, à plusieurs égards. D'abord, c'est un continent extrêmement pauvre, mais avec une population qui va doubler dans les prochaines décennies, qui ensuite a un retard de développement dans toute une série de domaines, et qui, troisièmement, est un des continents qui sera le premier à souffrir du changement climatique. Alors, ces dernières années, on a vu toute une série de dominos tomber. Le coup d'État récemment au Burkina Faso, au Gabon pour d'autres raisons. Bref, on a l'impression que l'un ou l'autre, les anciens, les pays qui avaient une certaine stabilité tombent sous quoi ? D'une part, une poussée djihadiste pour l'Afrique subsaharienne. D'autre part, une population mécontente contre ses dirigeants qu'elle juge ou corrompus ou en tout cas inefficaces. Le cumul n'est pas interdit. En plus. Et troisièmement, vraisemblablement, on peut citer Wagner, donc des interventions étrangères. Pourquoi ? Parce que potentiellement, l'Afrique est un pays qui est riche, un continent, pardon, qui est riche de son sous-sol, qui est pour le moment inutilement exploité ou insuffisamment exploité. Le danger de tout cela, c'est que l'Afrique loupe son développement, loupe la transition climatique, parce que dans une série de pays, on trouve du pétrole, on trouve du gaz, et on dit mais c'est ça que je veux utiliser. Or, paradoxalement, c'est le continent où le soleil rayonne le plus. Donc on est vraiment à la croisée des chemins, et jusqu'à présent, les signaux de ces dernières années n'incitent pas à l'optimisme. Alors pour les entreprises belges, nous avons une connaissance de l'Afrique, et c'est un marché sur lequel beaucoup de nos entreprises sont actives. Je terminerai aussi en disant que c'est un des pays qui a une dette importante et que donc exporter, c'est bien, mais être exporté en étant payé, c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est un peu le problème. C'est aussi un point du globe qui vous fait peur, qui est un point d'attention. On ne peut même pas parler de signaux faibles. On les connaît, simplement, on n'en parle pas. Je ne dirais pas un endroit du monde qui me fait peur, puisque l'Afrique, je le prendrais en tant que continent, est très fragmenté. Je prends l'exemple du Rwanda, et c'est vrai que le Rwanda est en train de vivre un développement assez impressionnant. On constate qu'il y a une politique et une philosophie qui s'inspire de celle de Singapour. Donc le Rwanda est un peu une sorte d'anomalie. On a toujours l'Afrique du Sud qui est membre des BRICS, mais qui a quand même une politique très singulière. Quand on regarde certains États, ils décident de rejoindre le Commonwealth. D'autres États sont toujours proches de la France. On voit des influences internationales. C'est vrai qu'on voit la Russie et Wagner. Cependant, sur le long terme, est-ce que Wagner ou la Russie vont réussir à vraiment répondre aux attentes des populations qui leur font appel? Pas nécessairement. Peut-être que la Chine, au bout d'un moment, va supplanter Wagner, va supplanter la Russie. On constate avec le cas du Niger, c'est vrai que l'influence de Wagner et de la Russie au Niger, c'était pour affaiblir les approvisionnements en uranium français. Donc maintenant, qui sont compensés par le Kazakhstan, mais ça nous amène à un autre débat. Mais c'est vrai que sur l'ensemble de ce continent, qui est très fragmenté encore une fois, il y a plusieurs mutations. Je ne dirais pas que ça me fasse peur en tant qu'analyste, mais chaque endroit est différent à analyser et à voir sous un autre prisme. Est-ce qu'il y aura un conflit au niveau de l'Afrique subsaharienne, un conflit plus important qu'actuellement, donc avec d'autres entre États, non pas entre États et djihadistes? C'est une crainte naturellement qui est important. Alors on arrive, malheureusement, ça va très très vite cette émission, on arrive au terme de cette émission, mais il y a quand même un aspect important, parce que l'Afrique, on pourrait se dire, voilà, c'est du côté subsaharien, ça nous concerne que très indirectement, pas du tout. À travers le réchauffement climatique et l'exode migratoire que ça peut provoquer, on nous le dit, on nous dit à horizon de X, peut-être dizaines d'années, nous aurons ici à Bruxelles, en Belgique, en France, le climat du Maghreb, ou de l'Égypte, ou que sais-je. Donc forcément, ces pays-là, ce sera encore
encore pire, on ne va pas s'attendre à ce qu'ils restent là, la bouche ouverte, à crever, si je puis dire. Donc ils vont à un moment donné aussi vouloir bouger. Et comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? C'est un des dangers, c'est un des risques, c'est une pression démographique venant du Sud, avec des populations qui cherchent à rejoindre des zones qui soient plus habitables. Et donc, clairement, l'Afrique, pour moi, c'est un des enjeux importants pour la réussite de la transition climatique et pour aussi le monde, puisque les Africains doivent se développer et rester dans leurs frontières. Je dirais qu'il y a également une approche très ambiguë, c'est-à-dire que quand on regarde les taux de natalité en Europe, le taux de natalité baisse notamment dans les pays du Sud. On pense à l'Espagne, la Grèce ou encore l'Italie. Et c'est vrai qu'il faudra, sur le long terme, avoir plus de migrants. Donc nécessairement, ça peut être un avantage, donc une opportunité d'avoir plus de migrants, mais on constate que ces migrants ne sont pas souvent bien éduqués. Certains le sont, bien sûr. Puis il y a un refus des populations, parce qu'il y a migrants et migrants. Ils sont d'accord pour un certain nombre de migrants, mais pas n'importe quel migrant, et notamment pas de pays d'origine musulmane, par exemple. D'origine musulmane, on le constate au niveau de la politique italienne. C'est vrai que Meloni le mentionne bien, elle préfère avoir des personnes qui viennent du Venezuela, qui viennent d'Argentine, mais elle ne s'intéresse pas vraiment aux populations qui viennent du Maghreb. Le fait est qu'avec une démographie importante, sur un continent avec un réchauffement climatique, vous allez avoir davantage de flux légaux, mais également de flux illégaux. La conséquence sur le long terme, c'est une montée du nationalisme dans les pays du Sud, mais également dans les pays du Nord. On le constate au niveau des élections aux Pays-Bas. Donc tous ces éléments-là, ça va amener à ce paradoxe où il faut avoir plus de migrants, mais où il va y avoir des régimes qui seront beaucoup plus, on va dire, nationalistes et qui s'opposeront à l'arrivée de ces migrants. Et c'est tout le problème, justement, de l'Europe, c'est cette situation très ambiguë où il nous en faut plus et à la fois où on n'en souhaite pas plus. Merci à tous les deux pour votre temps, pour votre expertise. Et on retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine Nabil, puisque cette fois-ci, vous serez avec mon collègue Olivier Mouton pour parler des risques climatiques et effectivement aussi des pénuries de matières premières ou de métaux rares. Et donc, c'est une autre thématique qui sera évoquée la semaine prochaine sur cette même antenne. Merci à vous.